Je dois vous avouer que lorsqu'il y a à peu près 35 ans, m'est arrivé un manuscrit qui est devenu ensuite un livre, d'abord publié aux éditions de Lacante, puis au Cercle à Paris, avant d'être à nouveau disponible dans cette édition au Taillis-Pré. Ça a été un choc, parce que l'écriture de Nathalie Gassel est tout sauf quelque chose de banal. Son parcours aussi n'est pas quelque chose de banal. Elle a pratiqué la boxe thaïlandaise, c'est une adepte du culturisme, c'est aussi quelqu'un qui, tout en étant, je dirais, dans un déclassement social, est profondément animée par le talent d'écrire et par la réflexion philosophique. Elle a fréquenté assez assidûment les cours de Jacques Saucher à l'ULB pendant une période, et c'est une grande lectrice. Donc c'est quelqu'un qui, à la fois, si vous voulez, n'est pas du tout compatible avec l'image que l'on peut se faire d'un écrivain ou d'une autrice, mais qui, en même temps, a une profonde et autodidacte formation littéraire et philosophique. Alors, Nathalie, ce livre, Eros Androgyne, est un jalon important dans ton œuvre qui a été suivi d'un certain nombre d'autres titres. Et contrairement à ce que pourrait faire croire le titre Eros Androgyne, ton écriture n'aborde pas simplement le domaine de l'éros, mais également celui d'autres sujets qui sont beaucoup plus, je dirais, noirs, c'est-à-dire la dépression et les dysfonctionnements. Oui, par ailleurs dans d'autres titres. Voilà. Par exemple, ça circule néanmoins. Ardeur s'infiltre dedans. Ardeur et vacuité. Voilà. Des années d'insignifiance. Oui. Pourrais-tu parler un petit peu du rapport que tu as à l'écriture, en particulier avec ces thématiques qui traversent ton œuvre? Oui. Alors, donc, je vais commencer par resituer ce premier texte, ce texte à peu près initial, parce qu'il y a eu des poèmes épars avant, qui ne sont pas repris. Donc, c'est ce que j'appellerais à peu près un texte juvénile, parce qu'avant de paraître à Lacante, il n'avait déjà été écrit. Et c'était un texte, très, très en vie, très en tension. Et effectivement, un petit peu sans écolage. Oui, dans une innovation, expérimentant des thématiques, donc je parle de ce livre-là. Là, il s'agit beaucoup de la sexualité, il s'agit aussi de relations épistolaires, relatant des choses quand même, une entrée abrupte dans la vie réelle et concrète, dans l'essentialité de la chair, et sans on va dire au départ, a priori, sans vraies barrières qui sont peut-être venues se greffer par la suite. Et d'ailleurs, il s'agit d'une part d'une réédition de ce premier texte que j'évoquais, mais par ailleurs d'une édition tout à fait contemporaine et tout à fait neuve, d'un texte abordant le désir, mais dans une toute autre tonalité. Oui, parce qu'en fait, Eros Androgyne est construit, et la deuxième partie, après Eros Androgyne, qui s'appelle ici
petit texte pornographique est suivi de Oui. deux autres, De ce qui est contemporain. oui, c'est deux autres textes qui sont plus le tendre et contemporains, abrupt ferveur. Fragments et segments, qui est en fait un échange un dialogue par SMS avec une personne qui n'est pas Une personne n'est nommée. immédiatement proche, Non. et puis de tendres et abruptes ferveurs, qui est une réflexion où tu livres tout de même beaucoup d'éléments de biographie sur ton histoire et surtout celle de ta famille. Puisque Oui. tu appartiens, il faut bien le dire, à une famille juive, et que l'épigénétique... Paternel, au niveau paternel. Oui, au niveau paternel, Mhm. et que l'épigénétique est quand même quelque chose de prégnant dans beaucoup de familles juives. Oui, il y avait l'épigénétique d'une part, et puis l'enfance par ailleurs, qui n'est pas vraiment abordée, enfin qui n'a jamais été, enfin oui, un petit peu dans des années d'insignifiance, mais Des années d'insignifiance qui avaient paru à l'époque chez Luce Wilkin. c'est ça, oui. Et voilà, et puis des conséquences, ils sont relatées dans Abattement, qui est un autre ouvrage, du Gouffre en fait, un ouvrage C'est sur la dépression. Oui, d'un emprisonnement intérieur en fait, voilà, relatant les grandes difficultés. En fait, j'ai une hypoglycémie, alors j'ai un petit peu du mal, mais bon, je ferais bien quelques pompages pour voir si ça m'aide. Elle devrait manger des protéines, mais je lui ai défendu de manger quelqu'un, là, à l'instant. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si je peux faire quelques pompages pendant que tu continues. Je pense que Au ce sol. serait... Enfin, Non, tu peux au sol, toujours oui. performer Faut voir. quelques pompages, mais je voudrais tout de même, Je peux te répondre. Hein, pendant qu'elle fait ses pompages, vous lire je un peux petit te extrait. parler en le faisant, il n'y a pas de problème. Étrange impression en t'entendant que tout est plat et que mes tensions à chercher un sens, une voie ou la guérison de ton état d'être que, par ailleurs, je saisis mal, résiste à toute vivacité. Tu parlais tout à l'heure de ce côté autodidacte qui est consécutif d'une part à ce que ton enfance s'est passée dans une famille dysfonctionnelle et que tu n'as pas eu, je dirais, de conditions très favorables pour ne fût-ce que terminer le cycle de tes études primaires. Oui. Dès lors, nous étions livrés à nous-mêmes. Vous étiez livrés à vous-même, tes sœurs et toi, et je me demandais dès lors d'où vient cette flamboyance et cette maîtrise du style et de l'écriture que Pierre Bourjade, dans sa préface, a souligné comme étant tout à fait étonnante. Et je me posais la question, quelle a été ton entrée dans la littérature pour aussi bien maîtriser cette capacité d'écrire? Quels ont été tes auteurs fétiches? Qu'est-ce qui s'est passé comme lien avec la littérature pour toi, pour aboutir à cela? J'étais donc très autodidacte parce que, tout en ne finissant pas mon école primaire, et quand je vivais encore chez mon père jusqu'à l'âge de 15 ans, je lisais beaucoup. Et alors j'avais un cahier où je notais chaque mot que j'allais voir au dictionnaire, et dans ce dictionnaire, lesquels étaient-ce? Peut-être le Littré, je ne sais plus, il y avait toujours des références, c'était très beau, il y avait des phrases mises en exemple avec le nom d'un auteur, et ces phrases sonnaient beaucoup à mon oreille, et donc j'allais rechercher l'auteur, et je le lisais, et parmi ses premiers coups de foudre, alors ça en étonnera peut-être, mais il y avait Henri de Monterland, d'abord dont j'admirais extrêmement le style, j'aimais aussi son approche du personnage solitaire, et même de pouvoir, et dans une espèce
de cathédrale de solitude, et par ailleurs, c'était le seul à faire l'éloge des femmes musclées et sportives. Et comme ça avait toujours été mon aspiration depuis toute petite, voilà, je me suis lancé dans... Monterland avait une fascination pour le sport. Oui, le et football, notamment les femmes, enfin je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup pratiqué les femmes, mais il a parlé dans ses poèmes, il fait l'éloge de femmes musclées, ce qui était très très inédit à l'époque. Il y a un autre écrivain qui a également cette fascination pour le sport, pour la puissance du corps, c'est Yukio Mishima. Ah oui, Yukio Mishima, qui est un excellent auteur, enfin un auteur qui m'a beaucoup fasciné également. Oui, qui avait ce rapport dans son écriture, mais aussi ce rapport au corps, ce rapport à la structure du corps, mais qui était aussi une structure de l'écriture. Donc j'aime bien cet amalgame de style, en fait, cette confusion, cette fusion plutôt. C'est pas une confusion, c'est une fusion. Et puis en même temps, il y a comment ça s'appelait, le métal. Et là, si je ne sais plus, il y avait vraiment des choses où on entrait vraiment dans la matière de l'exercice physique. D'ailleurs, j'avais écrit un livre comme ça, qui s'appelait Construction d'un corps pornographique, où il s'agit de construire son corps. Et à ce moment-là, je faisais toujours un parallèle entre mes séances de sport et mon écriture. À ce sujet-là, je reprends ici un entretien que Nausicaa Dewey a mené avec 4 auteurs et autrices dont tu fais partie, et une de tes consoeurs, en l'occurrence Emmanuelle Paul, déclarait à propos de la question qu'est-ce pour vous qu'un auteur érotique et pourquoi en êtes-vous un ou pas? Elle disait, pour moi, le corps ou le désir est une porte d'entrée vers un tout autre monde. Oui, le corps était en tout cas pour moi, le corps sportif, c'est pas c'est le corps dans son exercice, c'est le corps dans sa puissance de vie, dans son exigence. Voilà, avec le parallèle avec l'exigence de l'écriture, effectivement. Avec la rigueur, en fait, une sorte de rigueur. Dans le corpus ici d'Eros Androgyne, je lis ceci. La chair, elle, est bien concrète et tangible. C'est elle qui me ramène à la vie. Je te toucherai du bout des doigts ou de la langue pour ne plus t'écorcher. Mais pourquoi pas le parcours d'une langue? Il paraît que la salive est un bain cicatrisant. La langue ou la cavité buccale, je suis de l'autre côté du miroir de cette expérience. Je pense que je l'ai engouffré, ton sexe, en mon appétence. C'était joli et tentant à savourer et caresser des lèvres et de l'intériorité de ma bouche. En goûter les formes, cette forme de chair et jolie, ravissante. L'insoutenable virtualité de l'être. Nous nous verrons et ce sera mieux. Il y a là tout de même, au-delà de la correspondance métaphorique entre l'écriture et l'acte amoureux ou sexuel, la question de la langue. On le voit bien ici dans cet extrait, où de la langue comme outil de plaisir, l'écrivain utilise la langue également comme outil expressif pour dire et pour faire partager quelque chose. Oui, d'ailleurs là aussi il y a une sensorialité. Par exemple, j'aime écrire à la plume sur le papier. J'ai plaisir, même si après je n'arrive pas à me relire. Et que je donc très très vite le ressaisir sur le téléphone. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a que l'écriture est aussi sens dans tous les sens du terme.
Donc elle est sensorielle et en même temps elle a une profondeur au-delà. Quand je dis sensorielle, ça ne veut pas dire que ça se limite à la peau. C'est un élan vital. Et c'est un vital et de survie, et c'est l'éloge de la vie, et avec la pensée en fait, avec la pensée qui l'accompagne évidemment. Et la pensée est quelque chose, d'où ta fascination pour la philosophie, c'est quelque chose qui muscle l'écriture d'une certaine manière. C'est le muscle par lequel s'exprime l'essence d'un être dans sa conscience elle-même et à travers un outil qui est la langue. La langue donne du plaisir, est musicale, mais la langue sans le muscle de la pensée n'est pas opérante en quelque sorte. C'est vrai, et cette philosophie est un petit peu comme le sport. Pour moi, c'était une fuite d'un contexte. C'était fuir un contexte. Voilà, c'était fuir un contexte. Et donc, la philosophie était une forme de manière de s'abstraire de ce contexte. Et finalement, le sport l'était aussi. Alors, ça semble très disparate, mais ce n'a pas toujours été, puisque dans la philosophie antique, on faisait l'éloge aussi bien de la pensée que du sport. Mais voilà, il y avait là quand même une fuite d'une vie sociale, entre guillemets, enfin que je n'arrivais pas vraiment à appréhender. Donc par ces biais-là, je la fouillais, et puis à l'extrême, je la rejoignais. Voilà. Donc là, entre d'une part ton travail d'écriture sur la dépression, sur la dépendance, et d'autre part ton travail d'écriture sur l'éros, sur la vitalité, on a là les deux faces du même miroir, au fond. Tout à fait, oui. Oui, c'est vrai que ça peut sembler antagoniste, mais en fait, c'est un ensemble qui a ses cohérences. Et je sais aussi que... Parce que la fuite de l'un va vers l'autre, et qu'en même temps, on se rattrape. On se rattrape en prenant force là où, par ailleurs, on chute. Le couple Eros-Thanatos. Et puis, un des philosophes qui t'a le plus, je dirais, électrisé, c'est Friedrich Nietzsche, qui est aussi le chantre de la vitalité. Tout à fait. Et alors, en même temps, ce que j'aimais bien, c'était les philosophes littéraires. Et c'est vrai que Friedrich Nietzsche est un philosophe très littéraire, et le chantre de la vitalité, comme tu le dis, où il plonge aussi ses racines dans la corporalité, quoique il ait toujours été malade. Donc voilà, il y a quand même cet antagonisme qui est encore présent. On peut être les deux, on peut être dans la vigueur et dans la maladie ensemble. Et il y a aussi un autre, parce que j'ai bien aimé les stylistes, il y a un autre philosophe que j'ai beaucoup lu, qui était Cioran. Cioran, oui. Tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce qui t'a fasciné chez lui? Bon, d'abord, il y a son style qui est toujours très important pour moi. Et en plus, il y a tout ce qu'il dit de la dépression, de la vie, de la mort, de son aspiration au suicide, alors que en fait, il mourra âgé, sans avoir franchi aucun de ses pas. Mais il évoque toujours un désastre, en fait. Voilà. Alors, un autre écrivain qui t'a marqué et qui est aussi à la charnière de l'écriture et de la pensée, c'est Georges Bataille. Oui. Et tu disais, Georges Bataille, plus pour le style que, au fond, pour le contenu philosophique. Oui, c'est pas le contenu philosophique, c'est le style et peut-être la transgression. Parce que la transgression m'a traversé aussi dans cette espèce. Bon, je ne fais pas l'apologie de l'absence de limite qu'il met, hein. Mais c'est vrai que quelque part, c'était
j'avais été familière d'absence d'absence de limite. Donc voilà. Donc je trouvais audacieux, courageux qu'il affronte cela. Je voudrais, à propos de la transgression, justement, citer ce passage de la préface de Pierre Bourjade, où il dit on n'est pas ici, on l'aura deviné, dans un texte de tout repos. On ressent au contraire l'impression de quelque chose d'inlassable, d'incomblable, si j'ose dire, à lire ces pages, parfois réservées, parfois de folie, où la hantise de l'autre se donne pour une fois pour ce qu'elle est. Impossible à assouvir, même ou surtout quand il semble que l'audacieuse amoureuse soit parvenue à ses fins. Je veux l'inadmissible, l'invraisemblable, l'absolue possession, écrit Nathalie Gassel à l'un des moments les plus forts du récit, où son délire passe des actes d'amour faits avec des objets purement matériels, statues, chandeliers, aux actes faits à l'objet à la fois le plus matériel et le plus immatériel qui soit, l'homme. Est-ce qu'on peut parler d'un rapport amoureux à partir du moment où le lien établi est un lien de possession et d'objectivation? Oui, en fait, le rapport amoureux, il peut se placer de différentes manières. Et ça, c'est une des façons, parmi d'autres, c'est une des façons qui peut traverser des moments et qui peut traverser des périodes. Voilà. La question sous-jacente à celle que je te posais, c'est là où très souvent la conception de l'amour est une conception, je dirais, cadrée, non transgressive, qui est admise par un corps social. Chez toi, lorsqu'on soulève un peu cette question, c'est plus celle du désir que celle de l'amour qui entre en jeu. C'est-à-dire que c'est au départ le désir, mais après se forme aussi l'amour. Mais bon, voilà, ils ne seront pas sans le désir, mais il y a aussi l'intensité qui est importante. Donc l'amour serait l'établissement d'un lien entre, je dirais, moi et l'autre. Il se construit. Tandis que le désir, lui, au contraire, peut être extrêmement transgressif et terriblement irruptif. Il peut casser les codes et les relations, le désir, c'est son rôle. Il est premier, mais le reste se construit. Donc sans transgression, il n'y a pas de possibilité de construction. Peut-être il y a, je n'ai pas investigué beaucoup, mais j'essaie. Bien. Lorsqu'on parle de littérature érotique, je voudrais simplement ici citer un des plus grands écrivains. J'ai souvent un ennui à cette idée, oui. Mais un des écrivains les plus pornographiques et admirables que je connaisse, c'est Esparbeck, publié à la Musardine, et qui, en quelque sorte, pratique dans son écriture ce que Barthes appelait le degré zéro de l'écriture. Il n'y a pas d'enjolivement, il n'y a pas de vocabulaire particulièrement spécialisé. L'écriture est d'une crudité, d'une nudité totale. Et Esparbeck disait, lorsqu'on tente de distinguer l'érotisme de la pornographie, disons que la pornographie, c'est quand c'est net, l'érotisme, c'est quand c'est flou. Alors ici, en l'occurrence, Eros androgyne, il y a deux termes qui m'interpellent. Dans le titre Eros, ça recouvre quand même quelque chose de très richement connoté. Et puis androgyne mériterait un mot d'explication aussi. Oui, en fait, quand je fus jeune, il était très très peu admis qu'une femme soit musculairement très développée. Voilà. Et donc c'était une transgression de plus, parce que moi j'aimais mon sport, je le pratiquais
au quotidien avec assiduité, mais ça posait vraiment un problème social, ce qui est dépassé à l'heure actuelle. Donc il y avait vraiment à cette époque un cloisonnement, et chaque fois je passais les frontières. Et parce que mon être était ainsi, je n'avais pas envie de me restreindre, voilà. C'est là l'explication du terme j'avais besoin de cette androgyne. Oui, alors c'est ça, c'est le muscle, quoi. Voilà, qui à l'époque était considéré comme masculin. Bon, voilà, maintenant, en fait, tout le monde peut développer ses muscles. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Voilà, c'est compliqué. Et le sport a été pour toi le moyen de sculpter la matière, tout comme à travers l'écriture, tu sculptes aussi avec la langue, avec la... Oui, c'est vrai que c'est une sculpture. Hein. Parce C'est qu'il y a une de sculpture de soi. l'architecture C'est dans une ton œuvre. sculpture de soi. Et en même temps, j'avais besoin de cette puissance. Alors là, on peut rejoindre l'érotisme aussi. J'avais besoin, en tant que femme, je ne me voyais pas moins puissante qu'un homme au lit, en fait. C'est pas possible. Je ne sais pas comment les femmes pouvaient supporter ça, mais bon, j'ai besoin d'autre chose. Donc, ça faisait partie de ça aussi. Ça faisait partie de cette liberté d'envergure, en fait, que les femmes n'avaient pas du tout à l'époque. Maintenant, ça a beaucoup changé. Les Mais au femmes fond, ont la liberté d'envergure. Comme Rimbaud et Verlaine, tu étais partisane des amours tigresques, en quelque sorte. Si tu veux. Pas de fadeur. Oui. Bien. Est-ce que tu veux nous lire un passage de l'un ou l'autre élément de ce livre, dont je rappelle qu'il est le premier d'une série de rééditions dont je m'occuperai, puisque ici, en l'occurrence, il paraît dans la collection que j'ai aux éditions de Taillepré, la collection érotique, collection dans laquelle paraîtra à la fin de cette année-ci une réédition augmentée et critique réalisée par moi-même et Philippe de Wolf du Suspens de Marcel Lecomte, et que chez Edern Éditions, ici à Bruxelles, d'ici le mois de décembre, nous préparons la réédition de 2 volumes des œuvres de Nathalie Gassel qui permettront d'avoir une idée un peu plus complète du corpus, en ce compris des inédits jamais encore publiés. Oui, parce que mes livres sont différents les uns des autres. Hein. Donc, ceci étant le 9e, bon, il y a une partie réédition, mais il y a une partie neuve, donc c'est quand même un 9e livre. Alors là, j'ouvre au hasard, parce que j'oublie ce que j'ai écrit, et je tombe sur quelque chose qui peut être intéressant pour synthétiser ce que nous avons dit. Voilà, un petit aphorisme du contenu. Je peux dire, je veux qu'il soit brillant, je veux qu'il soit vulgaire, qu'il aille, s'il le faut, jusqu'au bout de la vulgarité, que tout soit donné dans un élan passionné d'appréhender sans crainte l'authenticité de l'être, d'en assumer ce qui ferait fuir. Merci Nathalie Gassel, merci à vous pour votre écoute.